il y a la question de la novlangue, c'est-à-dire, on l'a vu avec la langue du covidisme, ça j'en parle très abondamment dans le livre que j'ai écrit avec Vincent Pavant, Le débat interdit. Cette novlangue, c'est-à-dire ce trafic, cette corruption de la langue, pour les stoïciens, donc la philosophie stoïcienne, c'est l'indicateur d'une dégénérescence morale. C'est-à-dire que c'est la corruption morale qui précède celle de la langue. C'est-à-dire que c'est parce que nous nous laissons gagner dans nos sociétés par une corruption morale que nous acceptons que notre langue se corrompe. Et finalement, je trouve que nous vivons dans une société depuis un certain temps, depuis des décennies, on voit le mouvement de fond s'opérer, qui nous enjoint chaque jour d'être davantage tolérants vers les perversions. Et je pense qu'il n'est pas dans notre intérêt d'être tolérants envers les perversions. À cela s'ajoute un avachissement intellectuel, culturel et moral, lequel a été savamment organisé, par exemple dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Cela fait plus d'une trentaine d'années que des enseignants nous ont alertés. J'aime bien citer Liliane Mursa, et j'invite nos auditeurs à lire ses livres, notamment La destruction de l'enseignement élémentaire et ses penseurs. Aujourd'hui, Brigelli va nous parler de la fabrique du crétin, qui devient chaque jour davantage numérisé et analphabète. C'est, à mon humble avis, la cause de la lobotomisation de masse face à la propagande et du peu de réaction aujourd'hui de la jeunesse face à la privation de leur liberté. Avec 20% de jeunes Français qui savent à peine lire, comme nous l'indique Carole Barjon dans son livre « Mais qui sont les assassins de l'école ?» Donc des illettrés que de surcroît les écrans débilitent, il y a peu de risques que le pouvoir rencontre une contestation politique digne de ce nom. Donc c'est fabriqué à dessein. Cette entreprise de destruction au marteau-piqueur a commencé il y a des décennies avec Foucambert et les pseudo-pédagogues. Dans mon expérience personnelle, mes parents étaient instituteurs à Saint-Denis. Mon père avait dans les années 1980 25 élèves en CP. Et il obtenait les résultats suivants. Les plus rapides savaient tous lire à Noël, les moyens à Pâques, les plus lents en juin. Il n'y avait pas d'échec. Ces résultats, qui peuvent paraître aujourd'hui extraordinaires, étaient simplement dus à la méthode purement syllabique. C'est-à-dire qu'on ne confondait pas les mots et les images. Aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est plus le cas. L'école numérique est un désastre. Que peut-on attendre de bon à confier la formation, l'instruction, la transmission de nos enfants à des machines? Donc, ceci a créé deux voies, c'est-à-dire que nous avons une masse de plus en plus crétinisée qui est rivée aux écrans, qui rentre dans ce totalitarisme numérique dont je parle dans le débat interdit qui lui est proposé, qui subsiste sans le langage nécessaire pour clarifier sa pensée, avec des sentiments également de plus en plus rudimentaires, puisque nous n'avons plus les mots pour dire nos émotions en réalité deviennent très barbares. La barbarie, c'est tout simplement l'absence de langage, en fait. C'est celui qui ne parle pas la langue. Une confusion majeure entre la vie et la survie. Et une réduction, avec cette suppression de nos droits inaliénables sous le prétexte de l'état d'exception, une réduction à une pure existence biologique. Je vais citer Agamben dans son livre « Quand la maison brûle », il va dire tout simplement « Des hommes réduits à leur pure existence biologique ne sont plus des hommes ». Donc, une masse, c'est une somme d'individus qui ont renoncé à leur esprit critique et qui se soumettent à leur pure existence biologique, qu'on pourrait résumer comme une existence de consommation. Un peuple, c'est tout à fait autre chose. Un peuple, ce sont des individus qui n'ont pas renoncé à leur esprit critique, qui sont instruits, et qui ont donc les outils de défendre leurs droits. Donc, aujourd'hui, la dérive totalitaire n'a pas du tout de peine à établir une psychose de masse, puisqu'en fait, elle n'a pas à créer la masse. La masse lui préexiste. Les individus de la masse ne sont plus des individus. C'est une espèce de corps collé, où les personnes vont là où le vent souffle et sont réduites à des fonctions, des instruments de propagande. Donc, si le pouvoir dit rouge, la masse dira rouge. S'il dit vert, la masse dira vert. Donc, la démocratie est conditionnée à l'existence du peuple. Si le peuple n'existe plus, il n'y a plus de démocratie. Nous avons des profils de paranoïaques
qui vont nourrir l'idéologie, c'est-à-dire le délire. Hein. C'est quoi une idéologie? C'est une croyance complètement qui n'est plus du tout en correspondance avec la réalité de l'expérience. Et plus on avance dans la dérive totalitaire, plus le phénomène est criant. Donc c'est un phénomène sectaire. Donc effectivement, les profils paranoïaques vont alimenter cette idéologie, vont la servir. Vous avez les profils psychopathes qui sont les miliciens du système, hein, tout simplement. Donc les miliciens du système, eux, eh bien, font les bases œuvres du système. Et vous avez les profils pervers qui sont ceux qui vont récolter, jouir de la situation, en récolter les bénéfices, comme tous ceux qui récoltent systématiquement les bénéfices de la guerre, les bénéfices des crises, etc., sont des profils pervers. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas dans la masse, et c'est le plus gros de l'histoire et c'est le plus inquiétant pour nous, une bascule de gens en temps normal, entre guillemets, normaux, basiquement névrosés, parce que nous sommes tous un petit peu névrosés pour pouvoir essayer d'interagir en civilisation, qui vont servir ce système-là. Donc les profils les plus dangereux du système totalitaire, finalement, ce ne sont pas les profils criminels, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ceux qui commettent les crimes sans l'intention de les commettre, c'est-à-dire cette fameuse banalité du mal dont parlait Hannah Arendt avec Eichmann. Hein, donc elle se rend compte que Eichmann, finalement, n'est pas antisémite, il n'est pas idéologue, c'est juste un fonctionnaire qui fonctionne. Ou nous pourrions prendre l'exemple de Franz Stagel, le commandant du camp de Treblinka, c'est-à-dire qui, à lui tout seul, a commandité l'assassinat de 900 000 individus, mais estime que les responsables, puisque finalement, lui, il n'avait pas l'intention de commettre des crimes. Donc, ce sont des profils qu'on pourrait intituler, du point de vue de la psychiatrie, névrosée obsessionnelle grave, mais qui vont basculer, qui vont, à la faveur de l'angoisse, qui vont se dessaisir de leur individualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être en capacité de répondre d'eux-mêmes, de répondre de leurs actes. Ils vont suivre le mouvement et ils vont devenir des instruments du système. Et on en a vu plein émerger, qui se sont mis à contrôler, à devenir des petits chefs-faillons, à contrôler les cartes d'identité à l'entrée des restaurants, à devenir des petits flics, à devenir des contrôleurs de tracking, etc. Et qui, d'un coup, se sont mis à servir sans réfléchir. Et ce sont les profils les plus dangereux. Ça, ce sont sans eux, il n'y aurait pas d'efficacité de la dérive totalitaire. Pour les traits psychiques des individus qui résistent à l'embrigadement totalitaire, Rainer Fulmich m'avait posé la question, j'y avais un petit peu réfléchi. J'ai rajouté des choses depuis, que je veux communiquer. Je me réserve le droit de faire évoluer ma pensée. Avant tout, des personnes qui ne vont pas renoncer à penser par elles-mêmes et qui ont acquis une certaine autonomie interne dans leur expérience de vie, dans leur développement psychologique et qui ne vont pas y renoncer à la faveur d'une menace. Alors, ce que je vais rajouter pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, c'est qu'il me semble que notamment ces profils-là peuvent être des gens qui ont déjà été confrontés dans leur vie, soit à une menace de mort, soit à des expériences un peu extrêmes, mais qu'ils ont dépassées avec succès, ou encore des personnes qui ont déjà eu de l'expérience de ne pas rentrer dans différents types de corruption et qui ont posé des actes qui les ont renforcés par rapport à ça. Donc, la proposition totalitaire, c'est l'individu n'est rien, le corps collectif est tout. Hein, donc, dans les profils qui résistent, ce sont d'abord des profils qui ont une capacité d'isolement, d'autonomie, qui n'ont pas peur de cette solitude et qui ont quelque part peut-être avancé davantage que d'autres sur la question de notre rapport à notre finitude, c'est-à-dire notre rapport à la mort. Et les intellectuels sont des êtres qui ne vivent souvent que dans le langage, qui sont très séduits par le langage. Donc c'est la raison pour laquelle c'était une majorité d'intellectuels qui ont soutenu le nazisme, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons très peu d'intellectuels s'engager et avoir cette distance critique que pourtant on pourrait à première vue estimer qu'il serait censé avoir. Mais également, nous devons nous préparer, comme le dit Solzhenitsyn, à la violence. C'est-à-dire que
Tout ceci parle d'un renfort, du fait de se renforcer intérieurement. Et pour se renforcer intérieurement, donc j'en ai parlé, il y a au niveau psychologique, au niveau moral, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, jusqu'où accepterons-nous de courber les chines par rapport à des, à des actions, à des propos qui nous révulsent moralement. C'est quand même une question fondamentale. Quelles sont les limites que nous posons à ça? Quelles sont nos limites? Sachant que le totalitarisme, il est sans limite. Il sera sans limite. Donc les limites seront celles que nous poserons, nous, les peuples, et que nous lui poserons, nous. Et ensuite, spirituel, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à cette même question, qu'est-ce qui est ma motivation première dans mon lien aux autres, dans mon lien à moi-même? Est-ce que je reconnais qu'il existe une dimension transcendante? Est-ce que je suis un être essentiellement d'amour, ou est-ce que j'ai d'autres priorités? Tout ceci doit être clarifié. Eh bien, que faisons-nous de notre temps de vie? Comment le valorisons-nous? Et c'est là qu'il y a la préparation des masses par le discours et du coup les actes du capitalisme, c'est précisément la confiscation du temps de vie. La confiscation du temps de vie qui n'a plus de sens et ne laisse plus aux gens le temps de penser à quel pourrait être le sens qu'ils donneraient à leur temps de vie. Donc le totalitarisme, il pose la question suivante. Qu'est-ce qui te reste lorsque tu as tout perdu? Qui es-tu quand tu as tout perdu? Et c'est une question essentielle pour nous. Alors la solidarité, elle suppose de l'échange, de la réciprocité. On est une chaîne solidaire, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Donc on attend que l'autre nous redonne. Donc il y a un entrelacement entre soi et autrui, et on s'entrelace pour former la chaîne de solidarité. Donc cette notion d'échange presque obligatoire, presque requis, me fait largement préférer la notion de charité à la notion de solidarité. Parce que finalement, on se rend compte, quand on creuse un petit peu derrière ce terme solidarité, qu'effectivement, en Occident, moi je connais, voilà, je vis en Colombie, je suis franco-colombienne, je vois la différence. En Occident, il n'est pas question de donner sans recevoir. Donc, il y a une exigence de la réciprocité et de cette interdépendance. La charité, c'est tout à fait différent. La charité, c'est rien d'humain ne m'est étranger et je donne, peu importe que je reçoive ou pas, ce n'est pas du tout important. C'est-à-dire que dans la charité, on n'a pas besoin de former une chaîne, c'est un don pur. C'est-à-dire un don sans rien attendre, sans rien demander à l'autre, un don sans condition. Elle est d'ailleurs dans les 3 vertus théologales du christianisme, c'est-à-dire que c'est la manifestation de l'amour inconditionnel de son prochain. Pour saint Thomas d'Aquin, la charité était la forme suprême de toutes les vertus théologales. C'est-à-dire qu'en fait, dans la charité, on vient donner pour soulager autrui, pour l'aider, et c'est la seule ambition. Et d'ailleurs, c'est au fondement de la civilisation. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce fameux don anthropologique qui appelle le contre-don, ce n'est pas un contre-don, chez Marcel Mauss, qui est une nécessité de rendre le cadeau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une œuvre de charité, qu'on a allégé les souffrances de quelqu'un, naturellement, cette personne viendra alléger les souffrances d'une autre personne. Qui était Saint François d'Assise? Saint François d'Assise a été canonisé comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, tout simplement parce qu'il n'est pas parti avec son masque, il n'est pas resté chez lui avec son masque et son gel hydroalcoolique à se laver les mains 15 000 fois par jour. Il est parti à la rencontre des lépreux, c'est-à-dire il est parti dans une dimension sacrificielle, au sens où ce qui était important était de faire prévaloir le lien humain sur la possible contamination. C'était plus important de témoigner de l'amour entre
les êtres humains, donc on est vraiment à l'inverse de la haine du délire totalitaire, que de préserver sa petite personne. Et c'est de cela qu'on nous a privés. Qu'est-ce qui te reste lorsque tu as tout perdu? Qui es-tu quand tu as tout perdu?